Alors, à la barakatullah, on va commencer cette séance sur le RDF schéma, donc qui vient comme suite à la séance dernière qu'on a fait d'ailleurs il y a 2 jours sur le langage RDF, ou plutôt sur les graphes RDF. Alors, RDF schéma, c'est une extension, si vous voulez, du RDF. Alors, RDF schéma ou RDFS, c'est l'acronyme du RDF schéma, est utilisé pour modéliser des données au format RDF. Parce que ce qu'on a fait avec du RDF, si vous vous rappelez, on n'a fait que modéliser des ressources qui existent. Ok. On les a décrites à travers un ensemble de propriétés qu'on définit pour ces ressources-là. Alors, RDFS, c'est considéré comme étant une extension sémantique de RDF, parce qu'il permet de fournir des mécanismes pour décrire un ensemble de ressources et les relations entre elles. Alors, donc, si vous voulez, je vais vous remplacer par rapport au modèle relationnel dans les bases de données relationnelles. Donc, dans les bases de données relationnelles, qu'est-ce qu'on a? On a le schéma et on a les données ou bien les enregistrements. Donc, si vous voulez, avec RDF, c'est les données. Et RDF schéma, c'est le schéma de la base de données, si vous voulez. Ok, donc là, avec RDF schéma, on va modéliser la manière avec laquelle des descriptions RDF vont être fournies ou construites, si vous voulez. Donc, si vous vous rappelez la séance dernière, on a fait l'exemple de notre ami la PCFS. On lui a décrit un ensemble de 4 propriétés: le nom, l'âge, l'endroit où il travaille et sa page perso. Ok. Mais on l'a fait sans aucun schéma, c'est-à-dire il n'y a rien qui nous a dit qu'en quoi une personne, elle possède un nom, un âge, elle possède une page perso et travaille quelque part. Ok. Donc ça, c'est le rôle du RDF schéma, c'est de définir la manière avec laquelle on doit décrire une ressource quelconque. Alors, ces ressources sont utilisées pour déterminer les caractéristiques d'autres ressources. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai dit que dans RDF, tout est considéré comme une ressource. Ça rejoint les ressources normales comme les propriétés. Donc, les propriétés sont aussi considérées comme des ressources. Et là, avec RDF schéma, on va le voir, tout est considéré là aussi comme une ressource. Et chaque ressource, elle est identifiée, comme on l'a dit, avec une IRI. Alors, pour ce faire, RDF schéma utilise un système de classes et propriétés, similaire à ce qu'on a dans la programmation, la modélisation orientée objet. Mais il y a une petite différence entre les deux. Dans la programmation orientée objet, les classes sont définies en se basant sur les propriétés que peuvent avoir les instances. C'est comme ça que ça se passe dans la programmation orientée objet ou bien dans la modélisation orientée objet de façon générale. Donc, on va vers les instances, on essaie de dégager les caractéristiques communes entre ces instances et on construit les classes à partir de là. En RDF schéma, c'est l'inverse. Donc, c'est les propriétés qui sont décrites en se basant sur les classes et non pas l'inverse. OK? Donc, pour expliquer ça, on va voir un exemple. On a 2 classes. Une classe document. Non, je vais utiliser un pointeur laser. Une classe document et une classe personne. Alors, on va créer une propriété qui s'appelle auteur, OK, qui va lier le document à une personne, pour dire qu'en quoi un document possède une propriété auteur, et cet auteur, c'est quelque chose de type personne, tout simplement. Alors, par référence à la programmation orientée objet, comment est-ce qu'on va modéliser ça, à votre avis? Comment on va modéliser ce fait? On va créer une classe document, oui. Une classe document. Donc, elle a dit qu'on va créer une classe document. Oui, on va créer une classe document. Alors, Fatima, elle dit que on va utiliser l'héritage. Non, là, on ne va pas utiliser l'héritage parce que là, on n'a personne et document. Donc, c'est 2 choses complètement différentes. Alors, Omaima, elle dit que une classe personne. Oui, on va avoir 2 classes en fait. Oui, document et personne. Monsieur, Oui.
On va créer une classe document et une classe personne. Mhm. Et dans la classe document, on va faire une instance de la classe personne pour désigner l'auteur. Exactement, c'est exactement ça. Alors, donc là, on va voir quelque chose comme ça. Donc, on va avoir une classe document qui possède par exemple un titre et un auteur. Cet auteur, il est de type personne. Et on a une classe personne qui possède le nom, prénom, en plus d'autres choses. Alors, en RDF schéma, les propriétés, si vous voulez, sont créées à part. Donc là, comme vous le voyez, on a une propriété qui s'appelle auteur et qui possède deux participants, si vous voulez, à la propriété. On a ce qu'on appelle le domaine et le range. Okay, c'est ce qui permet de définir une propriété. Alors, le domaine, si vous voulez, c'est la classe à laquelle appartient la propriété. Par exemple, l'auteur, c'est une propriété du document. OK? Donc, et la classe qui correspond à ça, c'est ce qu'on appelle la classe du domaine. Et le range, si vous voulez, c'est la référence. Donc, qu'est-ce que référence cette propriété? Donc, l'auteur, il est de type personne. Donc, c'est ce qu'on appelle le range, en fait. OK? Donc, ça, c'est qu'un petit exemple, mais on va entrer beaucoup plus dans les détails. Donc, il y a quelqu'un qui a parlé, donc je reviens vers le message de clé étrangère. Non, ça va. En modélisation orientée objet, il n'y a pas de clé étrangère. Si on veut modéliser ça avec le modèle conceptuel de données, qu'est-ce qu'on va avoir? Même chose. Si vous voulez, le même problème. Donc, j'attire votre attention, il n'y a pas de clé étrangère dans le MCD. Clé étrangère, ça existe dans le modèle relationnel. Alors, Fatima, elle dit qu'on va créer deux entités, oui. Donc, une entité pour le document et une autre pour la personne. Et comment on va faire pour modéliser la propriété auteur? Oui, une relation, bien ce qu'on appelle une association. Dans le modèle entité-association, on a les entités et les associations. Donc, ça peut être une association porteuse, ça dépend si on a des informations qu'on veut mettre ou qu'on peut attacher à cette association. OK? Donc là, on va avoir deux entités et qui sont liées entre elles avec une association qu'on va appeler auteur. Donc, on peut avoir des cardinalités 1N, comme l'a dit Axel. Comme quoi, un document possède un auteur. Ok, donc là, on va dans l'hypothèse qu'un document possède un et un seul auteur. Ok, mais bon. Ok, donc là, comme vous le voyez, c'est un même problème, mais qu'on peut modéliser de plusieurs manières différentes. Ça dépend des besoins. Ok, donc là, je vous ai montré ce qu'on peut faire avec du RDF schéma, ce qu'on peut faire avec un diagramme de classe ou une programmation orientée objet, et même avec le MCD. OK? Donc, parce que là, on fait ce qu'on appelle une modélisation. Donc, la manière avec laquelle dépend des besoins dont on a, qu'on veut. Ça dépend. Alors, RDF schéma, c'est aussi une recommandation du W3C. La première proposition elle remonte à 99, mais la première recommandation, elle n'a apparu que 5 ans après, en 2004. Et la dernière version, c'est la 1.1 qui remonte à 2014, plus de 6 ans maintenant. Alors, si vous vous rappelez, quand on a créé une description RDF, on a utilisé une balise RDF type qui permettait de signaler le type d'une ressource. OK? Mais on a signalé le type de la ressource, mais sans décrire ce type-là. Comment il est, où est-ce qu'il se trouve, etc. Alors, je reviens à l'exemple qu'on avait fait. Donc, si vous vous rappelez, ça c'est la description de notre ami la PCLPS, le nom, l'âge et travail. On a donné une description de la société au travail et on a dit qu'elle était de type RDF type qu'on a signalé avec une IRI, tout court. Mais comme je vous ai dit, il n'y a rien, il n'y a aucun mécanisme qui va dire qu'il va aller
chercher cette ressource-là et valider notre ami Abbas par rapport à cette ressource-là. Donc, il n'y a rien qui permet de le faire et il n'y a rien qui va vous permettre de le faire en fait. Alors, pour ce faire, on peut utiliser le RDF schéma. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il utilise un système de classes et de propriétés. Donc, les ressources RDF peuvent être subdivisées en plusieurs classes. Donc, pour dire qu'en quoi une ressource appartient à une classe. Par analogie au modèle, à la modélisation orientée objet, on a les instances, si vous voulez. Ça peut être vu comme une ressource RDF. OK? Par exemple, dans notre cas, on a notre ami la PES qui est une ressource RDF, mais qui appartient à une classe qu'on peut appeler personne. Alors, les membres d'une classe sont les instances de cette dernière. Donc, dans le web sémantique, on parle aussi d'instances de classe. On peut employer un autre mot qu'on appelle les individus. Donc, on peut parler d'individus de classe. C'est la même chose, mais le terme individu, il est plus utilisé dans le web sémantique. Alors, les classes sont aussi considérées comme des ressources et elles sont identifiées comme des irréguliers. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout est considéré comme ressource et tout possède des irréguliers. Et vous pouvez utiliser la propriété RDF7 pour déclarer une ressource comme instance d'une classe. Donc là, vous pouvez créer votre classe que vous allez identifier avec une IRI et par la suite, vous pouvez lier votre ressource RDF avec la classe en utilisant RDF type et en donnant comme valeur à l'attribut RDF resource, vous lui donnez l'IRI correspondante à la classe. Et là, c'est comme si vous avez dit qu'en quoi cette ressource RDF est une instance de cette classe RDF schéma, tout simplement. Alors, on va passer directement à la syntaxe RDF schéma. Donc là, c'est une syntaxe qui est purement XML. Donc, un document RDF schéma, c'est aussi un document RDF. Donc là, si vous l'avez remarqué, on a la balise racine RDF, RDF. OK? Et par la suite, vous utilisez les IRI, ou plutôt vous déclarez le namespace de RDF et de RDF schéma. Donc, les namespaces, bien sûr, sont prédéfinis. Alors, on va voir les différentes possibilités offertes par RDF schéma et vous allez le constater, elles ne sont pas très nombreuses. Alors, la première, c'est RDF S class. Donc, c'est une balise qui permet de déclarer une ressource RDF comme classe d'une autre ressource. Alors, pour signaler ça, on va utiliser RDF S class et là, vous spécifiez soit RDF ID, soit RDF about. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Quoi la différence entre RDF ID et RDF about? On en a parlé la séance dernière. Alors, on m'a dit about, on lui donne un IRI. Oui. Et Safa, elle dit que RDF ID, ça permet de simplifier au lieu d'écrire l'IRI complète. Oui, effectivement. Mais quand on donne un ID, parce que comme on a dit, euh, toute ressource doit posséder un IRI. Mais là, comme vous le voyez ici dans l'ID, on n'a pas une IRI. On a une chaîne de caractères. OK? Alors, si Hamel dit l'ID dont on ne connaît pas l'IRI, non. Pour les ressources anonymes, on a deux choix. Soit on ne spécifie pas de RDF ID ni de RDF about, on ne met rien, on met seulement RDF description, ou bien on utilise RDF node ID. Donc il y a une différence. RDF node ID. Donc le node ID, ça permet d'identifier une ressource RDF qui est anonyme, mais uniquement dans le document dans lequel elle se trouve. Okay? Par contre, RDF about et RDF ID, elles sont très similaires. Dans tous les cas, on a une IRI. Mais là, l'IRI correspondante à la personne, par exemple, ici, ça va être quoi? On en a parlé la séance dernière.
Alors, ça va être tout simplement la concaténation entre le namespace par défaut du document et la chaîne spécifiée dans RDF ID. Donc, et là, la concaténation va produire une IRI complète qui va identifier la ressource de façon générale. Et dans notre cas ici spécial, on a une classe. OK? Donc, les RDF ID, on les utilise surtout pour simplifier la syntaxe au lieu de décrire ou plutôt de donner des identifiants ou plutôt des IRI complètes. On peut créer, comment dirais-je, un namespace par défaut. Et là, automatiquement, elle va faire une sorte de concaténation entre la valeur du RDF ID et le namespace par défaut. Alors, on continue. Alors, après, on a le RDFS subclass of. Donc là, comme son nom l'indique, ça permet de créer une hiérarchie de balises pour signaler qu'en quoi une classe est les sous-classes d'une autre classe. OK, donc c'est le même principe qu'on retrouve en programmation orientée objet. Alors, là, par exemple, je vais déclarer deux classes. Une classe être vivant et une classe personne que je vais identifier avec des RDF ID. Donc là, pour signaler qu'en quoi la classe personne est sous-classe de la classe être vivant, donc entre la balise ouvrante et la balise fermante de la classe personne, on va mettre RDFS subclass of. Et là, on va donner comme RDF resource la classe correspondante à la classe mère, ici. Donc là, il y a une erreur que font beaucoup d'étudiants depuis des années, j'enseigne ce cours. Donc là, quand je déclare une classe mère, donc chaque classe, elle est déclarée à part. Donc comme vous voyez ici, j'ai mis RDFS classe, RDF ID être vivant, et j'ai refermé la balise. Donc j'ai mis une balise auto-fermée. Et pour la balise, plutôt pour la classe personne, j'ai déclaré la classe personne, donc là j'ai besoin de mettre RDFS subclass of à l'intérieur, entre la balise ouvrante et la balise fermante de la classe personne, pour signaler la classe mère tout simplement. Alors, pour ce qui est des propriétés, pour déclarer une propriété, on utilise RDF property. Ce n'est pas RDFS, mais RDF property. Donc, c'est une balise qui permet de définir une propriété qui va lier deux ressources. Donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc là, je vais définir une propriété que je vais appeler auteur. Donc, le domaine de cet auteur, c'est le document. C'est l'objet qui possède, si vous voulez, la propriété. Donc, c'est ce qu'on appelle le domaine. Et le range, donc on va définir avec RDFS range, là, on va dire qu'en quoi c'est la personne. Alors, si vous vous rappelez, quand on a parlé de propriétés en RDF, on a dit que les propriétés permettaient de construire des triplés, ce qu'on appelle les triplés RDF. Donc, c'est quoi les triplés RDF? De quoi il est composé? Oui, exactement. Donc, il y a Zakaria, Fatima, Safa, Essiham et Ouema qui disent sujet, prédicat, objet. Donc, Ouema, tu as inversé le prédicat et l'objet. OK? Donc, c'est la même chose en RDF schéma. Parce que RDF schéma, à la base, c'est du RDF. Donc, la même logique et les mêmes concepts qu'on retrouve dans RDF, on va les retrouver aussi dans RDF schéma. Donc là, c'est ce qu'on avait dit. Donc, on a toujours des triplés, sujet, prédicat, objet. Donc, une propriété en RDF schéma, elle permet de faire la même chose, de créer des triplés. Donc, notre triplé il est composé du domaine, la propriété et le range. Donc, et là, le sujet, c'est le domaine, le prédicat, c'est notre propriété et l'objet, c'est notre range, tout simplement. Alors, si on reprend l'exemple, le premier exemple qu'on a vu, pour la propriété auteur, donc là, le domaine, c'est la classe document et le range, c'est la classe personne. Alors, aussi, vous avez la possibilité à ce que le range soit un type, par exemple, des types XML schéma. C'est possible. Par exemple, là, je vais créer une propriété titre qui va avoir comme domaine la classe document et comme range une valeur littérale du texte. Et là, on peut utiliser les types, comme j'ai dit, d'XML schéma.
Et par exemple, là, pour représenter le texte qui correspond au titre, ça peut être un string, tout simplement. Alors, il est aussi possible de créer une hiérarchie entre les propriétés, pour dire qu'en quoi une propriété hérite d'une autre propriété. Donc, ça se fait via la balise RDFS subproperty of. Alors, pour la syntaxe, là, par exemple, je vais créer une propriété qui s'appelle fils de, dont le domaine est une personne et le range, c'est un père. Et là, je vais dire qu'en quoi RDFS, on va utiliser RDFS subproperty of pour dire qu'en quoi cette propriété fils de est les sous-propriétés de enfant 2. Donc là, c'est un héritage entre les propriétés. Pourquoi ici? Parce que tout simplement, enfant 2, ça peut être utilisé pour les filles comme pour les garçons. Par contre, fils 2, elle n'est utilisée que pour les garçons. On ne peut pas l'utiliser pour une fille. Okay? Donc là, si vous voulez, ça, c'est le cas général de cette propriété, tout simplement. Alors, grosso modo, c'est ce qu'il y a à dire pour construire si vous voulez, des schémas RDF. Donc, on va voir 4 autres balises qui permettent de faire ce qu'on appelle des annotations sémantiques, c'est-à-dire donner une description textuelle de ce qu'on est en train de décrire, de la ressource. Alors, on commence par RDFS label. Donc, ça permet de définir un label ou, si vous voulez, une étiquette pour une ressource. Donc là, l'objectif, c'est que cette description textuelle peut être lue par un être humain. Donc, par exemple, là, je vais définir ma classe personne, et entre la balise ouvrante et la balise fermante de classe, je vais définir plusieurs labels qui vont donner une courte description de cette classe. Là, par exemple, je peux carrément définir ça en plusieurs langues. Par exemple, en français, je vais écrire classe personne. En anglais, je vais écrire person class. En arabe, je vais écrire fi'at al-ashkhas, par exemple. OK? Et là, la langue, elle est spécifiée avec XML de point langue, tout simplement. OK? Donc là, les labels, c'est des étiquettes qui permettent de donner une courte description de la ressource. Et les labels, on peut les associer aussi aux propriétés, pas seulement aux classes. Et si vous avez besoin de fournir une description plus longue, donc là, on a RDFS Comments, donc qui permet de définir un commentaire avec une description plus détaillée. Donc là aussi, avec RDFS Comments, vous pouvez utiliser une langue si vous voulez, et vous pouvez donner une description plus importante que ce que vous faites avec RDFS Label. Troisième balise de ce genre, on a RDFS also, qui permet d'indiquer une ressource qui fournit des informations supplémentaires sur le sujet d'une relation, par exemple. Alors, par exemple, là, je vais définir RDFS property, et là, je vais donner le domaine et le range, et avec RDFS also, je vais donner carrément un lien vers une page qui va définir, qui va donner plus d'informations sur ce que je suis en train de décrire. Et enfin, on a RDFS is defined by. Donc, elle permet d'indiquer une ressource qui définit le sujet de la relation. Elle peut être aussi utilisée pour indiquer un vocabulaire RDF qui décrit la ressource. Donc, là, généralement, on l'utilise pour faire référence à une description RDF schéma. Par exemple, là, j'ai une classe étudiant pour laquelle je vais définir un label, un comment. Et là, je vais ajouter is defined by et je vais donner là aussi, avec RDF resource, une référence à un autre objet qui va donner plus de détails sur cette ressource-là. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, on a vu un ensemble de 8 balises. Les 4 premières, c'est pour créer la description avec RDF schéma. Donc la description avec des classes et des propriétés. Et les 4 dernières, ça permet de donner seulement des descriptions textuelles en langue naturelle de ce qu'on est en train de décrire. Et comme vous le remarquez, comme vous l'avez constaté, c'est pas très riche pour représenter pas mal de choses. Alors, il y a Asma qui dit, j'ai pas compris le lien, la différence entre is defined by et c'est also. Alors, is defined by, donc, et c'est also, elles permettent de faire pratiquement la même chose. Donc, la différence, c'est que is defined by, elle donne, comment dirais-je, elle référence
carrément un vocabulaire RDF. Donc, elle référence une autre ressource qui est une description RDF. Ça peut être une classe, ça peut être une simple ressource, ça peut être n'importe quoi. Alors que c'est also, donc généralement, c'est des URL qu'on fournit pour c'est also. C'est pour dire qu'en quoi vous trouverez une description plus détaillée de cette classe sur une page, par exemple HTML. OK? Alors, comme je disais, donc je vais essayer de raviver un petit peu vos souvenirs. Donc, au début du cours, on a parlé des logiques de description. Et si vous vous rappelez, dans les logiques de description, on a défini à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on a dans les logiques de description? C'est la première chose qu'on a fait dans ce cours. Donc, les logiques de description, on a aussi créé des descriptions, si vous voulez. OK? Et qu'est-ce qu'on a comme composante dans les logiques de description? C'est l'effet Corona qui a fait que vous avez oublié ou quoi? On a parlé d'individus, on a parlé de concepts, oui. Quoi d'autre? Il reste une chose. Les rôles, exactement ça. OK? Alors, les constructeurs, c'est les composantes qui permettent de créer les descriptions, si vous voulez, de lui. OK? Alors, les individus, c'est les instances. Les concepts, c'est les classes. Et les rôles, c'est les propriétés. OK? C'est la même logique. OK? Mais ce sont des descriptions différentes. Donc, si vous vous rappelez, quand on a parlé des logiques de description, on a dit que c'est un mécanisme qui permet de représenter des connaissances, mais qui a été utilisé par la communauté d'ingénierie des connaissances. La communauté du web sémantique, elle a proposé le RDF, avec RDF schéma, pour faire à peu près la même chose. Donc, après, ils ont mutualisé leurs travaux pour créer le langage OWL qu'on va voir d'ailleurs vers la fin du cours, Inch'Allah. OK? Alors, si vous vous rappelez, quand on a parlé des logiques de description, on a dit qu'on peut associer des caractéristiques au rôle. Donc, si vous vous rappelez, on pouvait dire qu'en quoi un rôle est inverse d'un autre rôle. On pouvait signaler un rôle comme étant inversement fonctionnel ou fonctionnel. Donc, c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans RDF schéma. Pourquoi? Parce que le RDF schéma, il est très limité. C'est un langage qui permet aussi de représenter des connaissances, mais c'est très limité. OK? Donc, il ne permet pas de représenter énormément de choses. Alors, c'est pour cela qu'il y a eu d'autres langages qui permettent un petit peu d'étendre ce qu'il y a dans RDF schéma. Et parmi ces langages, on retrouve le langage OWL qu'on va détailler, Inch'Allah, par la suite. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit la séance dernière, pour le reste, ça va être des petites séances. Et ça tombe bien avec le ramadan, c'est pas la concentration, elle va devenir un petit peu difficile. OK? Je vais vous poster, je vais essayer de poster un petit, comment dirais-je, le support de cours avec le montage de cette séance et quelques exercices. OK? La semaine prochaine, on va pas se voir. Donc, le temps qu'on s'habitue un peu avec le jeune. OK? Et par la suite, on va commencer la suite. Dans la suite, on va parler, Inch'Allah, des ontologies. Donc, on va entrer, si vous voulez, dans le vif du sujet. Donc, là aussi, comme je vous ai dit, ça va être des petites séances d'une maximum 1 heure. OK? On va discuter un petit peu ce que c'est que les ontologies. On va commencer par la présentation, comment construire les ontologies. On va, Inch'Allah, aussi faire des ateliers. OK? Donc là, vous allez vous regrouper en des groupes. Donc, on va carrément créer plusieurs séances en parallèle. OK? Et chaque groupe, ils vont discuter pour créer une ontologie. Donc, on va utiliser plusieurs manières possibles pour le faire, Inch'Allah.
OK? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vais poster la vidéo du cours avec le support en format PDF et quelques exercices à faire. Toujours avec, pour les exercices, vous allez les faire rien qu'avec Oxygène. OK? En utilisant la syntaxe RDF XML. OK? Il n'y a plus rien à dire. Donc, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Wa Ramadan Barak alaikum. Au revoir.